Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un react directement à une vidéo de camarades youtubeurs. Vous voyez? En ce moment, on fait que du react à de l'interview politique, on fait que de la revue de presse, on regarde moins de vidéos de blast, de vidéos de trucs comme ça, etc. etc. Alors qu'à la base, on le fait pas mal sur cette chaîne. Après, moi, c'est pas forcément le type de react que je trouve le plus intéressant, pour la simple et bonne raison que ces camarades-là font déjà un super boulot, et la vidéo se suffit déjà limite à elle-même. Donc c'est agréable de la regarder tous ensemble, c'est cool, je rajoute notre grain de sel, on discute avec le chat, c'est chouette, mais plus ça va, moins je fais de react comme ça, et plus j'essaie de directement react à du contenu non éditorialisé, on va dire, pour amener moi-même mon grain de sel, et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on va regarder cette vidéo de Host et Maudit sur les relations internationales par Blast. Ça faisait un petit bout de temps, et celle-là, j'avais vraiment envie de la regarder parce que ça m'intéresse. Et avec tout ce qui se passe, avec l'Iran, etc., bon, bah, les relations internationales, c'est important d'en parler de géopolitique, de diplomatie, essayer de se former aussi un peu là-dessus. Et avant de commencer, c'est l'heure du chat. Dis bonjour, Miguel. Il dit jamais bonjour. Il a dit bonjour une fois. Une fois, il a fait un petit miaulement dans le C'est vrai, micro, c'est c'était vrai, c'est trop vrai. mignon. Non, là, il veut pas. Mais il ronronne. Il est mignon en tout cas. Très, très mignon. Très, très mignon. Le joufflu. Tout à fait. Tout à fait. Wow! Une avalanche d'émotes Miguel dans le chat. Incroyable. Il mange des lasagnes? Non. Par contre, il kiffe les cacahuètes. Il mange même des chips parfois. Quand des trucs secs et salés, il en mange genre, c'est quoi ça, j'en veux? Il mange des crackers. Genre, il est trop bizarre ce chat. Par contre, il mange pas de jambon. Et même le poulet, il s'en bat un peu les couilles. Ouais, il aime pas le gras de jambon, mais il aime les cacahuètes. Bizarre quand même. Bon, allez. Du coup, c'est parti pour ce react. Relations internationales, Host et Maudit pour Blast. Je me souviens jamais du nom. Si c'est Contraste le nom de l'émission. J'oublie tout le temps le nom de l'émission. C'est bien Contraste? Oui, nouvel épisode de Contraste par Host et Maudit. Donc c'est parti. Hop là. For sure. Macron, il a dit for sure. Non, mais c'est bon, c'était il y a 1 mois et demi et c'était déjà chiant 24 heures après. Non, mais attends, regarde, il y a un mec, il lui a offert une bouteille de vin au salon de l'agriculture et devine ce qu'il y avait écrit sur la bouteille de vin. Il y avait Il y avait écrit Macron démission? écrit for sure. Ah non. Génial. D'accord. Non, mais Après, la séquence était un peu drôle. Hein. Macron sous Reban Aviator qui arrive et qui parle en anglais et qui fait trop le malin là en aura farming. En vrai, la séquence était drôle de fou. Mais moi, j'ai un peu fait la blague for sure. Je l'ai fait une journée. Je l'imitais un peu. C'était en mode genre, ah, c'est marrant, il a presque l'accent mandarin quand il parle. Mais après, direct, c'est parti en mème. Et quand les normies s'en sont emparés, c'était vraiment genre, ah, limite, c'était basé Macron, il a dit for sure. Allez, c'est bon. tu savais que ces lunettes de soleil à Macron, elles étaient fabriquées dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Non, mais pourquoi on parle de ça là? Bah non, mais c'est parce qu'on parle des relations internationales. Et puis tout le monde en a parlé de Macron et for sure les lunettes. Trump en a parlé. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. With beautiful sunglasses. Emmanuel Macron used to be my bitch. No, he's trying to do some strongman impression. Fuck him. What the hell happened? Keir Starmer en a parlé. Oh là 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 là. Gratteur. Ah, le lore des centristes de merde, quoi. Le lore des centristes, l'international centriste, quoi. C'est en mode genre, waouh, Macron trop basé avec ses lunettes. Keir Starmer, il met les lunettes en hommage à Macron. Waouh, quand je vois ça, je suis tellement content d'être de gauche. Ah. De buzz lui aussi là. Non, mais Ruth Elkrief a fait une analyse hyper pointue dessus aussi. Mais c'est vrai que ces lunettes de Top Gun, je crois qu'il y a vraiment un message subliminal qui est... J'ai des grosses couilles. J'ai une énorme paire de couilles. Trump, tu veux jouer à qui c'est qui a la plus grosse paire de couilles? Moi, Macron, j'ai une encore plus grosse paire de couilles que toi. C'est ça le message subliminal, non? Et en vrai, on parle de ça. Mais montrer qui c'est qui a la plus grosse paire de couilles, d'un point de vue diplomatique et relations internationales, c'est un vrai truc. Hein. C'est un vrai truc pour de vrai. Hein. Et j'imagine qu'ils justement, ils vont parler de ça dans l'épisode. Notamment Trump, c'est en mode genre, c'est moi qui ai la plus grosse paire de couilles. Le droit international, maintenant, c'est celui qui a la plus grosse paire de couilles qui gagne, ok? Et par paire de couilles, je veux bien dire les plus gros missiles. Donc oui, au final, cette espèce de la course au plus couillu, cette course à l'aura farming, c'est peut-être révélateur de la direction que sont en train de prendre la diplomatie et les relations internationales. N'est-ce pas? À méditer, à méditer. Je suis prêt à C'est 100% fait exprès les lunettes. Bah oui, il aurait pu se cacher l'œil de n'importe quelle autre manière. Donc effectivement, c'était un peu pour montrer que... C'était pour faire de l'aura farming, quoi. C'était vraiment en mode genre, regardez... Allez, ça rigole plus maintenant. C'était vraiment ça. Qui a les plus grosses couilles entre Trump et Macron? C'est quoi ce qu'il y a dans ces sondages? C'est toi, Nibaku? Qui a lancé ce sondage? C'est quoi ces modos là?
En vrai, force est de constater que Trump a probablement des plus grosses paires de couilles. Non, c'est toi, Germaine? Mais j'ai pas envie de voter Trump. Moi, je vote pas, je m'abstiens. Avec un cache-œil de pirate. Mais c'était un chancelier allemand là, qui l'avait fait. C'était qui? Helmut Kohl? C'est lui? Ok. Donc ouais, Trump a quand même, a priori, une plus grosse paire de couilles. C'est pas un compliment de dire ça. Hein. C'est pas un compliment. Hein. C'est bon. Halt au virilisme et au masculinisme dans les relations internationales. Peut-être qu'il nous faudrait plus de douceur. Non, il faudrait plus de droit international pour le coup, oui, mais de douceur, bon, on parle de géopolitique. Battre. J'aime me battre. On pourrait peut-être revenir au sujet de la vidéo, peut-être. Non mais pardon, mais je trouvais que ça illustrait bien Personne n'a voté sur le sondage. Hein. Tout à l'heure, il y avait 300 votes, là, il y en a 70. C'est très bien, c'est très bien. Bravo le chat. le sujet de la place des symboles dans les relations internationales. Ça a quand même été un événement qui a été repris et commenté un petit peu partout. Et puis je trouve que c'est un sujet pour les gens qui est concernant, comme on dit nous les journalistes. Tu voulais mettre Macron sur la vignette pour faire des vues? Je voulais mettre Macron sur la vignette pour faire des vues. For sure. Ça marche bien. Alors Macron pour faire des vues ça marche, mais moi c'est pas mon plus gros clickbaiter. Hein. Moi, vous savez c'est qui ma pelouse d'or moi sur ma chaîne, sur YouTube hein, principalement. Vous savez qui c'est ma pelouse d'or? J'en ai déjà parlé. Si vous jouez en miniature, je sais que ça va faire venir des gens même si le truc est chiant comme la mort. Et oui c'est Glucksmann bien sûr, le Glux, le G-Man évidemment. Tondelier non c'est le Glux, le Glux. Le Glux c'est ma pelouse d'or le bordel. Hein. Je suis là en mode genre, alors aujourd'hui on va se foutre de la gueule de Raphaël Glucksmann. Je fais plus 2000 vues sur les replays instant. JLM aussi, oui JLM, mais c'est encore un peu différent. Non. Quand on va voir sur mes trucs YouTube, les vidéos qu'on lui rapporté le plus d'argent c'est genre 70 balles pour le replay, c'est les vidéos sur Glucksmann. Voilà. Le moment où j'ai un pic sur le watch time dans mon YouTube studio, le watch time c'est le nombre d'heures visionnées en tout, au global. L'endroit où j'ai le plus gros pic de watch time, c'est le moment où j'ai fait 2 vidéos d'affilée sur Raphaël Glucksmann, une avec le débat sur Zemmour et une en mode il est finito, il va se faire têche par le PS. Voilà. Donc en vrai, Macron, sa premier mandat de Macron, c'était le cheat code. Tu mets Macron sur la miniature, bim, ça clique de fou. Mais Macron en fin de deuxième mandat, ça marche un peu moins. Dany, en vrai, elle a fait des vues la vidéo sur Dany, hein, je vais pas vous mentir. Elle a fait des vues, c'est vrai. Est-ce que je l'ai fait pour ça? Non. En vrai, j'avais vraiment envie de parler un petit peu de ça. Je pense pas être le plus gros charognard du Twitch game en vrai. On peut pas vraiment le dire. Après j'avais expliqué genre, c'est pas parce que je sais que ça va faire des vues, que ça va faire un peu charognard sur les bords, que j'avais envie de, pour cette raison, m'empêcher de dire ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. Voilà. Les relations internationales, c'est pas quand vous revenez de votre Erasmus en Suède et que vous maintenez à distance votre relation avec Ingvar, que vous avez rencontré à la fac de Stockholm. Bon, après, les définitions de ce que sont les relations internationales, c'est pas très clair. Un peu comme votre relation avec Ingvar. Alors juste pour finir, la question que je me pose par rapport à Dany, c'est quoi le replay là depuis qu'il est revenu qui a fait le plus de vues sur sa chaîne YouTube? Est-ce que c'est pas celui où il m'a mis dans la miniature? On pourrait dire ça aussi à ce moment-là. Hein. C'est juste que le drama, le clash, là, oui, ça fait cliquer. C'est vrai. Et là-dessus, je suis même d'accord avec Dany, c'est ce qu'il disait là-dedans. Il disait ouais, No Fitnam un peu pareil. Bah oui, effectivement, c'est vrai. Bref, peu importe. C'est une discipline des sciences sociales, ça c'est sûr, mais selon dans quelle fac vous allez et quel prof vous l'enseigne, vous aurez des expériences très différentes. Par exemple, si vous choisissez le Master Relations Internationales et Diplomatie de Lyon 3, bon déjà, vous êtes de droite, mais vous suivez un cursus rattaché à la fac de droit, avec un accent sur les notions de droit international, par exemple. Okay. Mais à Paris, à la Sorbonne, c'est rattaché à la fac d'histoire, par exemple. À Lyon 2, c'est rattaché à sciences politiques, et on pourrait multiplier les exemples. Mais du coup, c'est quoi les relations internationales? C'est de l'économie, de l'histoire, du droit, de droite? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, c'est un peu tout ça en même temps. C'est pour ça que je trouve ça passionnant, la géopolitique. Alors généralement, j'utilise le terme géopolitique. Je pense que géopolitique a une définition plus précise. Peut-être qu'ils vont revenir là-dedans. Mais quand ça parle international, c'est pour ça que parfois j'essaye de me renseigner un peu avant, de dire là-dessus, je suis pas tout à fait sûr. Parce qu'il y a des trucs où je suis à peu près sûr de moi. Hein. Critiquer le capitalisme et dire regardez les milliardaires qui se gavent et qui ne payent pas de cotisations sociales. Là-dessus, j'y vais tête baissée. Je suis sûr de ce que je dis à peu près, quoi. Vous voyez? Sur tout ce qui est un peu international, etc. Géopolitique, j'essaye de marcher un peu plus sur des œufs, parce qu'en vérité, la géopolitique, ça mêle 10 milliards de sujets en même temps. C'est vraiment, par essence, c'est complexe, quoi. C'est complexe. Et merci Paul Aveline pour le raid qui arrive avec ses 142 viewers. Let's go! Merci Paul! Merci, installez-vous. On est en train de regarder la dernière vidéo de Contraste et on va parler un petit peu international, relations internationales. Qu'est-ce que c'est comme objet d'étude, les relations internationales? La géopolitique, c'est quoi vraiment? Ça risque d'être très intéressant. Voilà. Déjà, ce qui est commun à toutes les formations en RI... Et oui, comme ça, je me prépare et tout. Et puis, voilà, je me prépare à inviter Pascal Boniface sur la chaîne 1 de ces 4. J'ai trop envie de le faire, ça. Je commence à vous le teaser. Parfois, je tease des trucs que je fais pas.
Ça, j'aimerais vraiment bien le faire. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Du droit, de droite, qu'est-ce que c'est que Merci ce en tout cas, machin Paul, pour Alors le raid. déjà, ce qui est commun à toutes les formations en RI, et oui, on dit RI parce qu'on est cool, c'est qu'elles mettent l'accent sur l'interdisciplinarité. Ok. C'est effectivement un des éléments particuliers du master relations internationales. Panthéon Assas et Sorbonne Université. Panthéon 2 Assas, c'est la fac de droite à Paris. Voilà. C'est la fac historiquement de droite, c'est celle qu'a fait Marine Le Pen, etc., etc. Alors après, peut-être que leur master en relations internationales est bien, j'en sais rien. Qui est de proposer un master coporté Attendez, entre je fais un shout-out à Paul. le droit, la science politique, l'économie d'un côté, à travers Paris Panthéon Assas, et l'histoire des relations internationales à travers Sorbonne Université. Ok, donc c'est une matière qui a recours à plusieurs disciplines. Et c'est une matière qui analyse les relations entre les acteurs internationaux. Ça peut être les États, mais pas seulement. C'est peut-être pas encore totalement clair pour vous, mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça. Et on va commencer par l'histoire de la discipline pour que vous compreniez mieux. Et ça tombe bien, puisque l'historienne des relations internationales Laurence Badel a écrit ce bouquin paru en 2024, Écrire l'histoire des relations internationales. Eh bien, figurez-vous que cette discipline, dans sa forme moderne, elle a émergé au Royaume-Uni et plus particulièrement au Pays de Galles, et ce, juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est pas un hasard, c'est à cette époque que vont commencer à apparaître les premières organisations internationales. Mais comme par exemple la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, la à fait. SDN. Bon, vous l'avez vu ça en histoire. Vous vous souvenez pas? En troisième, ce programme de troisième. Vous l'avez vu ça en histoire, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. La Société des Nations et ses premiers pas dans une atmosphère de doute et de ridicule. Mais pourquoi parler comme ça? À la radiophonique, téléphone... J'ai raté ma blague. Bon, j'ai raté ma blague, pardon. Je voulais faire une imitation en utilisant des mots à l'ancienne. Je me suis foiré. T'es prof d'histoire ou quoi? Non, j'étais prof de maths. J'étais prof de maths pendant quasiment 4 ans. Voilà. Mais je me souviens très bien. Il y a des trucs dont je me souviens de quand j'étais élève en histoire, et notamment l'année de 3e, je m'en souviens bien, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est très simple. Le programme d'histoire au collège, c'est simple. 6e, si tu fais Antiquité. 5e, tu fais Moyen-Âge. 4e, tu fais Renaissance et époque moderne jusqu'au 19e siècle. Et 3e, tu fais le 20e siècle. Époque contemporaine. C'est ça le programme. Voilà. Et moi, l'histoire contemporaine, c'est un peu ce que je préfère. Je dis ça, je suis pas historien, hein, je suis ça de loin, entre guillemets. Hein. Je suis pas un crack en histoire, loin s'en faut. Mais là où j'ai le plus de connaissances et ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment 20e siècle et tout et tout. Et donc, du coup, je me souviens assez bien de mes cours d'histoire de 3e, figurez-vous. Voilà. Je me souviens qu'il y avait eu un chapitre sur la Société des Nations et tout. Des trucs avec le plan Marshall, etc. Bref, voilà. Le plan Marshall, c'est après. Hein. Mais je sais pas, je me souviens de tous ces trucs-là en mode. Je sais pas. Il y a plein de trucs, je m'en souviens. Et ouais, en seconde, tu recommences un peu. Tu reprends du début en approfondissant plus. Elle s'est constituée. Elle a marché. Elle a travaillé. Elle a rendu des services. Elle a donné confiance. Les images qu'on vous montre sont celles d'un discours d'Aristide Briand en 1929 devant la SDN, alors qu'il était le délégué de la France dans l'organisation. Briand, ancien ministre des Affaires étrangères, était un militant de la paix et du désarmement pendant l'entre-deux-guerres. Sa position illustre bien une certaine mentalité de l'époque, celle de ne pas vouloir reproduire les horreurs de la guerre 14-18, surnommée la der des der, et puis de tout miser sur la Alors, la der des der. Ils appelaient pas ça la Première Guerre mondiale à l'époque. C'était genre, oh, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième. Ah bah, alors, comment dire? coopération internationale. Ces mêmes années, on voit... Spoiler alert, il y a une autre guerre après, c'est la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous. Voilà. Hitler et tout, vous connaissez. Émerger des revues favorables à la coopération européenne, comme par exemple l'Europe Nouvelle de Louise Weiss. Lui et d'autres hommes politiques comme Gustav Stresemann ont collaboré à ma revue. Nous étions tous fermement convaincus qu'il fallait créer l'union de l'Europe. Mais M. Briand était le plus fervent promoteur de cette idée. C'est pas vraiment elle, c'est une reconstitution. L'historienne des relations internationales, Laurence Badel, explique que ce contexte était particulièrement favorable à l'émergence d'une discipline qui va analyser les relations internationales. Les enseignements prodigués reposent sur une conception des relations internationales favorable à la coopération intergouvernementale. Elle implique le dépassement du cadre national qui, à cette date, ne s'incarne pas dans des structures supranationales, mais dans les organisations internationales genevoises qui naissent alors. La Société des Nations, l'Organisation internationale du travail, l'Institut international de coopération intellectuelle, etc. Elle est porteuse d'une écriture de l'histoire susceptible de lutter contre l'historiographie nationale et nationaliste dominante. Intéressant ça. L'historiographie nationaliste dominante. Merci de Donkey Burn pour ton 2e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. En gros, à l'époque, les gens qui font des RI, c'est des babos. Alors Laurence Badel... Donc historiquement, étudier les relations internationales et tenter d'avoir une vision internationale
de l'histoire et des relations entre les pays, c'est un truc de gauchiste babos zadiste. Parce que normalement, quand tu étudies l'histoire de la France, si c'était français. C'est ça un peu. Je savais pas du tout ça. Mais du coup, c'est super récent en fait. Je pensais pas que un truc en mode étude des relations internationales, je pensais pas que c'était un truc si récent. Déjà, ça a moins de 100 ans. Et avant ça, t'étais en mode genre, non, quand on étudie l'histoire, c'est l'histoire de ton pays. Voilà. Donc j'imagine que la séparation entre la vraie discipline historique, enfin l'histoire comme discipline scientifique, et ce qu'on appelle le roman national, une version instrumentalisée de l'histoire, enjolivée, qui vise à bâtir un espèce de mythe national. J'imagine que c'était vraiment mélangé, quoi. Jusqu'au début des années 30, du coup, c'est ça un peu. Elle dit pas babos, elle dit internationaliste et idéaliste qui estime que la prévention des conflits peut se faire par l'étude des politiques internationales. Et c'est clairement logique vu le statut d'un des pionniers de la discipline. La première chaire recensée dédiée aux relations internationales voit le jour à l'université d'Aberystwyth au Pays de Galles. Elle est dirigée par Alfred Eckhard Zimmern, qui a joué un rôle dans la mise en place de la Société des Nations. On a regardé un peu ce qu'il a écrit et il a sorti notamment un bouquin qui s'appelle Nationality and Government et qui s'interroge sur le futur des relations internationales après la guerre de 14-18. Bon, le bouquin il coûte 130 €, donc vous inquiétez pas, on l'a lu en version en ligne pour faire économiser de l'argent à Blast. Abonnez-vous. Si le monde souhaite organiser sa vie pacifiquement, il doit s'habituer à l'idée d'une organisation gouvernementale internationale. Il doit apprendre à se considérer comme une seule société et à distinguer les problèmes sociaux communs à tous ses membres, qui ne peuvent être résolus que par une action conjointe des gouvernements concernés de l'ensemble plus vaste des questions, telles que la fiscalité et la politique budgétaire, qui relèvent principalement des affaires locales et nationales. Ça, c'est vraiment des proto-relations internationales par rapport à ce qui se fait Ok. aujourd'hui. Mais l'extrait qu'on vient de vous lire, il a une caractéristique qu'on va retrouver dans toute l'histoire de la discipline, la normativité. Quelque chose de normatif, c'est quelque chose qui prescrit des règles, tout simplement. Mais attention, nouvelle règle. J'y ai rajouté des petits clous, tout rouillés, avec le tétanos, ainsi que des petites fourmis rouges qui piquent, incurables. C'est ce que fait Zimmern. Donc c'est quoi? C'est les prémices de ce qu'on appelle le droit international aujourd'hui? C'est ça? Du coup, il n'y a même pas d'instance supranationale ou internationale, je sais pas exactement comment on dit. Bon, j'imagine que le concept même de droit international, ça n'existait pas trop, quoi. Après, il y avait des règles sur la guerre, quand même. Non? C'est la naissance du droit international, ça? Parce que le droit, c'est une manière de normaliser. Non, Oui. dans son texte, là, il explique comment les choses devraient être selon lui. Certains estiment que ce n'est pas scientifique, que la science devrait s'employer à décrire, analyser, mais pas à proposer ou à imposer des règles. Et cette critique de la normativité, elle va être adressée aux relations internationales tout au long de leur histoire. Attention, non, nouvelle règle, j'ai mieux. J'ai mis des petites braises, ça brûle les petites braises. Et puis, nouvelle règle. Bon, ça, c'était les RI d'il y a 100 ans, mais depuis, ça s'est structuré, heureusement. Oui, on a fait du chemin depuis Zimmern, il y a des grilles de lecture différentes qui se sont développées dans la discipline, tout ça pour former des courants différents. Alors, il y a plein de Ok, débats ouais. sur les Donc ça, c'est le truc en mode le courant néoconservateur, le truc de la réal politique, je sais pas quoi. Je connais vraiment pas bien tout ça. Hein. Les différentes tendances, les différents prismes de lecture des relations internationales, c'est un truc que je connais vraiment pas très bien. Je connais 2-3 mots. Mais c'est un peu ça, du coup. courants des RI, il y a des courants parallèles, des néo-courants. Bon, nous, on va simplifier tout ça. Et pour ça, on va se baser sur ce très bon manuel de Charles-Philippe David et Olivier Schmitt, La guerre et la paix. Alors, C'est un roman de Tolstoï, ça, normalement, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La guerre et la paix? C'est un roman de Tolstoï. C'est bien Tolstoï. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, si je loupais ma blague, je vais passer pour un couillon. Ouais, c'est bien Tolstoï. Non, c'est guerre et paix, évidemment. Vous avez vu, je suis cultivé. Hein. Vous avez vu la culture? Oh, waouh. Oui, c'est guerre et paix. C'était une blague. Oh, blague d'intellectuel, excusez-moi. Excusez-moi, blague d'intellectuel. Un livre guerre et paix. Oh, on a trouvé le roi du calembour d'aujourd'hui. Et c'est As Méchant dans le chat, le grand roi du calembour. Un calembour 9 sur 10. Hein. 9,5 sur 10. Ça, c'est un calembour quand même plutôt bien branlé. Hein. Pas mal du tout. Alors, ça se trouve, c'est une blague classique. Hein. Ça se trouve, c'est une blague classique de fan de Tolstoï. Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est une blague d'intellectuel incontournable. Ouais. C'est le sketch des inconnus? C'est une blague des inconnus? C'est un classique de malade? Bon, bah, je connais pas bien les blagues. Bon, bref, allez, on continue. Approche et enjeu de la sécurité et de la stratégie. Et là, il faut- 4e édition, entièrement révisée et mise à jour. Je ne sais Dans pas ce ce que bout- c'est que le super profit. Merci Ever154 pour ton 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Rourou, il aurait mis un prout reverb sur guerre et paix, mais j'ai pas de prout reverb. J'ai plein de bruit, mais j'ai pas de prout reverb. Je ne sais J'ai pas ce que celui-là à la c'est que le place. super profit. Je l'adore. Merci Pistelu pour le sub offert à Az Méchant, merci beaucoup. On est qu'à, alors, à toute fin utile, on est qu'à 13 subs. Hein. On est qu'à 13 subs de notre objectif de 800. Donc n'hésitez pas à sub à la chaîne. bouquin, les auteurs distinguent 3 grands courants des Ok. études en relations internationales. Le réalisme, le libéralisme et le constructivisme. Ok.
Bah, c'est ce que tu disais, le réalisme, c'est la réal politique, avec un K à la fin. C'est l'autre nom qu'on donne à l'approche réal politique. Et bonne chance à notre monteur et réalisateur Camille pour illustrer tout ça. Ah bah il a trouvé finalement. Ah ouais, bravo. D'abord, les réalistes. Alors les réalistes, ils sont un peu dark et mystérieux, hein, un petit peu comme Shadow dans Sonic 3 le film. Ok. Un peu comme le philosophe anglais Hobbes, les réalistes considèrent que l'homme est un loup pour l'homme et que les États sont des loups pour les États. Pour eux, le système international est chaotique. Chacun lutte avec tout le monde, chacun lutte pour sa survie et chacun renforce ses capacités de défense en conséquence. Bof un peu, hein. C'est un peu nul ça. Hein. Ça me plaît pas. C'est donc ce que chaque État, en lutte pour sa survie, cherche. Il tente de gagner une sécurité pour le moins équivalente à celle des autres États. C'est là que réside pour les réalistes le trait fondamental du système international. Deuxième courant des relations internationales, le libéralisme. Alors, Bah, en vrai, c'est un peu réel. Tu voudrais dire que le mouvement réaliste est un peu réel? Ou, du coup, ouais, je sais pas. Macrontière, non? Bah là, c'est un peu ça, en tout cas, la petite musique qu'on entend. Hein. C'est un peu ça, la petite musique qu'on entend. Hein. C'est la course au plus ballsy. Est-ce que c'est vraiment comme ça que fonctionnent par essence les relations internationales? Ou est-ce que c'est une possibilité seulement? Je sais pas, hein. non, c'est pas que des gens qui veulent privatiser la SNCF, le libéralisme, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Le libéralisme, c'est une pensée politique qui vise à protéger l'individu et qui s'est construite contre l'absolutisme. Cette approche, et c'est celle de Zimmern et des pionniers de la discipline, elle part du postulat que les États ont intérêt à coopérer. Pour des États, adopter un socle commun ou des règles communes, eh ben, ça va réduire cette incertitude dont parlent les réalistes. Pour les libéraux, cette coopération est favorisée par l'état de droit et la démocratie. Ok. Sur cette Bon, base, ça a l'air un peu mieux, ça, non? Je ne sais pas ce que c'est que le Alors, un peu super mieux. profit. En gros, ils disent bon, bah, que tout le monde se fasse la guerre, que ça soit la loi du plus fort entre les États et les hommes, c'est pas une obligation en fait, parce que si on met en place un système basé sur la coopération, du coup, ça évite la guerre. C'est un peu ça l'idée. Ça a l'air déjà un petit peu mieux. Alors après, c'est quoi la nature de la coopération? Si c'est en mode genre, si toutes les classes capitalistes de tous les pays du monde coopèrent à l'échelle internationale pour exploiter la classe ouvrière de tous les pays du monde, eh bah, ça sera la démocratie mondiale. Si c'est ça le débouché politique, on va dire, sur cette mouvance, je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord. Mais dans tous les cas, ça me plaît un petit peu plus sur le papier, en tout cas, que l'approche réaliste qui est là en mode genre, bah non, on est tous faits pour se bouffer les uns les autres. Vous voyez? C'est peut-être ça, mais pas forcément, ouais. C'est un peu ça? Ouais. Je sais pas. On va voir, on va regarder la suite de la vidéo. C'est intéressant en tout cas, c'est super intéressant. J'avais jamais entendu parler de ces concepts. Merci D'Artagnan pour ton tout premier mois d'abonnement. Bienvenue dans la team. Voilà, n'hésitez pas à utiliser nos émotes incroyables. Et si vous voulez ces émotes incroyables, vous aussi, n'hésitez pas à sub à la chaîne, bien sûr. plus le monde est démocratique, plus il est pacifique. En effet, les démocraties s'affrontent rarement, plus particulièrement depuis 1945. Définir démocratie, hein. Non, parce que là, quand on parle des États-Unis, les États-Unis sont en mode les institutions républicaines des États-Unis, c'est la plus vieille république du monde. Malgré tous les défauts, les contre-pouvoirs démocratiques américains tiennent, y compris face à la dérive autoritaire de Trump. Donc ceux qui aiment bien un peu se branler sur le concept de démocratie uniquement en le voyant par l'angle des institutions, ils aiment bien dire « Oh, c'est la plus vieille démocratie du monde, les États-Unis », même si elle est imparfaite, vous voyez ce que je veux dire? La démocratie est solide, les institutions tiennent malgré les remous, quoi. Voilà, ils disent ça des États-Unis. Et pareil, pour les gens qui aiment bien le droit constitutionnel, machin bidule, et qui disent Israël est une démocratie, car ils ont un système institutionnellement démocratique. Nanani, nanana. Il y a plein d'observateurs qui disent même d'Israël, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, et qui disent oh, mais si, ils sont démocratiques, les États-Unis. Nanani, nanana. Bon, bah, pourtant, ils aiment bien balancer des missiles là, sur tout le monde, quoi. Donc, bof. Définir démocratie, hein, je suis pas convaincu. Les libéraux mettent aussi en avant le libre marché et le commerce qui rendent les États... Voilà, ça s'affronte rarement entre elles, à la limite. Officiellement, les USA n'attaquent pas ou peu d'autres démocraties. Ouais, mais les USA, c'est un peu eux aussi qui définissent ce qu'est une démocratie ou pas, quoi. Vous voyez? La Chine est une république populaire, ouais. C'est vrai que la Chine, c'est pas un régime qui est démocratique en soi. Hein. On peut pas dire le contraire. C'est un régime qui est moins démocratique que beaucoup d'autres grandes puissances. Et pourtant, c'est pas eux qui balancent le plus de missiles et c'est pas eux les plus agressifs en termes de militaires. Hein. Quand même. Alors certes, peut-être qu'à un moment donné, ils vont aller prendre Taïwan, etc., etc. Bon, ça fait quand même des années qu'on le dit et c'est pas encore fait. En tout cas, force est de constater que ces dernières années, Xi Jinping, il a moins foutu le bordel à coups de bombes à l'international par rapport à Donald Trump. Et pourtant, de fait, les États-Unis, un régime... Alors quand je dis démocratique, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein.
Ça veut pas dire les États-Unis c'est mieux que la Chine car c'est plus démocratique, mais de fait c'est quelque chose qui s'inscrit plus institutionnellement dans ce qu'on appelle la démocratie, les fameuses démocraties libérales, démocratie occidentale, machin bidule. C'est ce modèle-là. Le modèle chinois il est pas très démocratique et pourtant ils balancent moins de bombes partout, ils font moins la police du monde et ils créent moins de guerres que les Américains quoi. Ces dernières années en tout cas. Voilà. Dans l'histoire, le seul pays qui a tué les civils avec une bombe atomique, c'est une démocratie occidentale. Tout à fait. Mais c'était pas une démocratie le Japon à ce moment-là. Donc ça va. On peut bien leur balancer de bombes nucléaires. Aïe, 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 aïe. Alors après, on va essayer d'être un peu de bonne foi, entre guillemets, ils écrivaient « Surtout après 1945, les démocraties ont arrêté de se balancer des missiles entre eux. » Ouais, bon. Mais attends, mais du coup, il y a un troisième truc, là, ils n'ont pas parlé encore. Interdépendant et qui vient limiter les conflits. Oui, et l'enlèvement de président sud-africain. Attendez. Oui, voilà. Sur cette base, plus le monde est démocratique, plus il est pacifique. En effet, les démocraties s'affrontent rarement, plus particulièrement depuis 1945. Les démocraties s'affrontent rarement, plus particulièrement depuis 1945. Non, c'était pas une démocratie le Japon en 39-45. Il y avait un empereur et tout. Une monarchie constitutionnelle ? Je sais pas. Bon, c'était probablement pas le régime le plus démocratique du game, quoi. Bon, bref. 1945. Les libéraux mettent aussi en avant le libre marché et le commerce qui rendent les États interdépendants et qui vient limiter les conflits. Oui, et l'enlèvement de président sud-américain. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. You are fake news. Le troisième et le dernier courant majeur évoqué dans le manuel, c'est le constructivisme. Alors eux, c'est les sociologues du groupe, ça fume des roulés. Moi j'aime le tripou et le flambadou. Bon, les réalistes, c'est Shadow. Les libéraux, c'est Sonic. Et eux, c'est Tails, quoi. Le constructivisme, C'est quoi cette analogie de con ? J'aime bien. J'aime vraiment bien. c'est un courant qui émerge dans les années 80 et qui est une réponse aux théories dominantes de l'époque. En bon wokiste, influencé par les sciences sociales, les constructivistes se sont dit « Attendez, mais en fait, les acteurs des relations internationales, c'est aussi des gens. » Dans son manuel Introduction aux relations Attendez, juste là sur le Japon. C'était une démocratie en 1945 le Japon ou quoi ? Parce que je dis, ouais, mais il y avait un empereur. Oui, bah oui, il y a toujours un empereur. De la même manière qu'il y a un roi d'Angleterre. C'est une monarchie constitutionnelle, c'est pas une république à proprement parler. Je veux dire, c'est un régime qui, selon les critères occidentaux, est un régime démocratique. Il y a une chambre haute, une chambre basse, des élections, c'est un régime de type parlementaire. Vous voyez ? C'est une monarchie divine, genre littéralement. Ouais, mais c'est une monarchie constitutionnelle encore maintenant, le Japon. C'est quoi le mode de gouvernance précis ? En tout cas, ils ont des institutions, c'est un régime parlementaire probablement, ou un régime présidentiel, ou l'un des deux. Japon, oligarchie sous couvert de monarchie parlementaire. Ouais, mais ça, on peut dire ça de quasiment tous les pays du monde qui sont censés être démocratiques. Là, je parle vraiment la manière dont sont constituées les institutions, quoi. Au UK, la chambre haute n'est pas élue. Certes. Déjà, c'est l'extrême droite, oui. Mais là, je parle vraiment des institutions. Est-ce que c'est considéré officiellement comme des démocraties, quoi ? Je pense que le Japon, c'est le cas. Vous voyez ? Mais est-ce que c'était le cas en 39-45 ? C'était quoi le mode de gouvernance du Japon en 39-45 ? C'était une dictature pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Merci Gaji7. Ouais, on est d'accord. Bref, bon, on s'en fout. Allez, on passe à la suite. Donc oui, les derniers, c'est quoi ? C'est les constructivistes ? C'est ça, j'ai déjà oublié leur nom. Les libéraux, c'est Sonic. Et eux, c'est Tails, quoi. D'accord. Le constructivisme, c'est un courant qui émerge dans les années 80 et qui est une réponse aux théories dominantes de l'époque. En bon wokiste, influencé par les sciences sociales, les constructivistes se sont dit « Attendez, mais en fait, les acteurs des relations internationales, c'est aussi des gens. » Dans son manuel Introduction aux relations internationales, la politiste Diane Etier donne la définition suivante. Ces théories prétendent que les individus, plutôt que de chercher à maximiser leurs intérêts particuliers objectifs, adoptent le comportement qui leur paraît le plus correct ou le plus approprié dans une situation donnée, compte tenu de leur lien identitaire avec telle communauté à tel ou tel moment de leur vie. C'est beaucoup de mots pour dire « ça dépend ». Ça dépend des gens. Les comportements des individus sont donc largement irrationnels, très différenciés et changeants. Les structures ou institutions déterminent les identités, les intérêts et le comportement des individus, mais ces derniers, à leur tour, créent, reproduisent et changent les structures institutionnelles de la société internationale. Ok, ça paraît déjà un petit peu plus solide, entre guillemets, quoi. Il suffit de regarder la doctrine internationale des États-Unis, sans aucun changement des institutions. C'est les mêmes institutions, hein. La Constitution, elle a été révisée 2-3 fois, mais c'est la même Constitution, la même République et les mêmes institutions républicaines depuis 300 ans, les États-Unis, quoi. Et entre leur doctrine internationale isolationniste jusqu'à la Première Guerre mondiale, entre leur doctrine néoconservatrice de Bush, etc., et entre là la doctrine de Donald Trump, etc., ils n'ont pas le même rapport à l'international en fonction des périodes, alors que les institutions n'ont absolument pas changé. Donc ça donne plutôt raison aux constructivistes, cette histoire. C'est pas en mode, en fonction des institutions d'un pays, ça va se passer comme ça à l'international. C'est très très résumé, hein. On n'a pas parlé d'approches plus critiques mais plus minoritaires, hein. Il y a des marxistes, il y a de la théorie du genre en relations internationales. Mais retenez pour le moment le réalisme. Donc la théorie du genre, c'est dire Macron, c'est lui qui a les plus grosses couilles par rapport à Trump parce qu'il a mis des Ray-Ban Aviator,
Et après, Keir Starmer qui veut aussi montrer sa paire de couilles, lui met aussi les lunettes. C'est ça. On mesure la taille des paires de couilles, comme on disait au début. C'est ça l'approche de genre. Ah bref. En relations internationales. Mais retenez pour le moment, le réalisme, tout le monde se bagarre, il faut être le plus fort. Libéralisme, il faut coopérer, les institutions démocratiques et le libre-échange réduisent les risques de conflit. Et pour les constructivistes, les individus ne sont pas toujours rationnels et les politiques dépendent de contextes politiques et sociaux. Likez pour les libéraux, commentez pour les réalistes et partagez pour les constructivistes. On va partager. Je partage. Je suis team constructiviste, moi. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. Comme d'habitude, ces courants ne sont pas forcément exclusifs et les chercheurs et chercheuses vont piocher dans différentes grilles d'analyse. Salut Lanton Et les Cactus. chercheuses et chercheurs en relations internationales ne s'enferment pas non plus dans une seule discipline. On l'a dit, ça peut être plein de choses. Ça peut être du droit, de l'histoire. Alors on peut se demander, si c'est plein de trucs en même temps, est-ce que c'est vraiment une discipline, les relations internationales? Alors, c'est bien de se poser cette question à la moitié de la vidéo, mais oui, il y a plein de disciplines qui sont en fait un assemblage de différentes matières. La science politique, par exemple, c'est à la fois de la sociologie, du droit, de l'histoire. Et pour sortir des sciences sociales, la robotique aussi, c'est un autre exemple. La mécatronique, je dirais même. J'ai fait une école d'ingénieur en mécatronique. La mécatronique est la discipline au croisement de l'électronique, de l'automatique et de la mécanique. C'est un carrefour Et des c'est un peu l'autre nom de la robotique. Hein. Mécatronique et robotique, c'est quasiment synonyme. disciplines. Donc vous devez à la fois maintenir une équipe qui fait du logiciel, une équipe qui fait de Oui, l'IA, informatique aussi, j'oublie une informatique. équipe qui fait les interfaces avec les humains, une équipe qui fait ce qu'on appelle la partie hardware. Ensuite, vous devez vous occuper de la manière dont ça va être industrialisé. Donc non, c'est pas parce que c'est un assemblage de plusieurs disciplines que ce n'est pas une grille d'analyse valide. Les critiques qui sont faites aux relations internationales, parce qu'il y en a, elles ne reposent pas là-dessus. Un des problèmes, c'est que dans la formation en sciences sociales, les relations internationales, elles sont un peu à part. Elles sont rarement intégrées à d'autres formations comme la socio ou l'histoire dans les universités. A l'inverse, la science politique a souvent un lien avec la faculté d'histoire ou de sociologie, alors que les RI, elles sont plutôt à part. Oui, ou alors elles sont en lien avec d'autres disciplines qui n'ont rien à voir, par exemple le monde de la défense. C'est assez logique en fait, parce que les relations internationales s'intéressent énormément aux conflits. D'ailleurs, c'est le titre du manuel. D'ailleurs, Olivier Schmitt, un des auteurs du manuel, a une grille d'analyse qui est très centrée sur la défense et les opérations militaires. C'est logique, parce qu'il travaille à l'Institut des opérations militaires du Danemark. Il y a 3 grands comportements stratégiques qu'on retrouve à peu près en tout temps et en tout lieu, qui sont premièrement l'utilisation stratégique de la force, donc l'idée qu'on va utiliser la force pour obtenir atteindre ses objectifs. Le deuxième comportement qu'on retrouve à peu près partout et tout le temps, c'est la ruse. Et le troisième, c'est les alliances, où s'il y a un déséquilibre des forces à un endroit ou à un autre, on va essayer de trouver des partenaires ou des alliés. Alors attention, rangez vos FAMAS, on ne dit pas que c'est un mal en soi d'être proche du champ de la défense, c'est une discipline aussi intéressante, mais simplement l'éloignement avec les sciences sociales dans les relations internationales, ça a des conséquences sur la pratique scientifique de la discipline. Et oui, mais ça a conduit toute une partie de ce champ de recherche à s'éloigner de ce Mais que... est-ce qu'on pourrait pas appliquer la même critique à l'économie, typiquement? Moi, je sais que les relations internationales, je connais pas très très bien, mais je sais que c'est une critique de gauche qui est hyper répandue pour l'économie, de dire mais l'économie est une science sociale, et en fait tous ces économistes de droite généralement, ces économistes libéraux la plupart du temps, ils appréhendent l'économie comme ce qu'on appelle une science dure entre guillemets, en mode genre non, si on a le modèle mathématique parfait, on pourra tout prédire et l'économie sera bien ajustée et tout marchera très bien. Alors qu'il n'y a pas de vérité absolue en économie et que voilà, les espèces de néolibéraux ou même les libéraux précédents là, dans les années 60, 70, 80, qui étaient en mode genre c'est comme ça et c'est pas autrement. Car nous faisons des mathématiques, c'est une science dure. Bah non, il y a plusieurs modèles et c'est une science sociale l'économie quoi. Donc ouais, c'est un petit peu pareil avec historiquement le rapport qu'on a aux études en relations internationales quoi. C'est en mode genre, en fait on peut rapprocher ça aussi des sciences sociales, c'est pas juste en mode non, ça s'explique bien par la défense. De la même manière que les économies, et en plus, pas historiquement, mais genre dans les universités, etc., souvent les études en mathématiques et les études en économie, elles peuvent être très très liées. Hein. Il y a des gens qui font des prépas, qui font vraiment des trucs à un haut niveau en mathématiques, etc., pour derrière aller switcher sur l'économie. Mais en même temps, il y a plein de gens qui travaillent dans l'économie, qui font des modélisations en économie, qui ont besoin d'un niveau de maths avancé pour de vrai. Ce qui ne veut pas dire que l'économie, c'est juste des maths appliquées. Ça reste une science sociale où tu as besoin dans ton bagage théorique quand même des mathématiques pour pouvoir la pratiquer. Quoi. Voilà. Donc j'imagine que c'est un peu pareil pour les études en relations internationales. En vérité, on pourrait plus rapprocher ça d'une science sociale. Bon, il y a besoin de certains trucs qui sont pas forcément de l'ordre des sciences sociales
pour l'appréhender, mais en tout cas, voilà, réinscrire ça dans le champ des sciences sociales, ça serait une manière peut-être de réfléchir un peu mieux. Sur la pratique scientifique de la discipline. Et oui, mais ça a conduit toute une partie de ce champ de recherche à s'éloigner de ce que les sociologues adorent, l'enquête de terrain. C'est ça, une critique très régulièrement adressée au RI par certains autres chercheurs, c'est que la discipline a un côté très, voire trop théorique. Ok. Le politiste Guy- Comme l'économie, hein, c'est vraiment mon analogie n'était pas idiote. Je suis content. Il y a des sociologues qui font des points avec la biologie, genre. Ah ouais? C'est quoi? C'est des trucs en mode par rapport à des disciplines comme l'éthologie ou ce genre de trucs? L'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. Donc j'imagine que ceux qui étudient les comportements animaux, c'est un peu la sociologie des animaux finalement, quoi. Voilà, et ça, j'imagine qu'ils bossent avec des biologistes, des zoologistes, etc. Quoi. Ouais. De toute façon, après, c'est ça qui est beau avec la science, c'est que tu peux tracer des ponts entre plein de choses, quoi. Tout est relié, même pas forcément directement, mais indirectement. Parce que à la fin, le but, c'est de créer du savoir humain et faire avancer ce savoir humain, quoi. Voilà. Non, c'est en lien avec la théorie du jeu, avec les théories du jeu. Bon, ça peut être en lien avec les deux. En soi, la socio touche à tout, elle est pluridisciplinaire, et c'est sa force. Guillaume Devin ne dit pas autre chose dans son ouvrage « Méthode de recherche en relations internationales ». Dans le domaine des relations internationales, les théories, principalement d'origine anglo-états-unienne, ont toujours exercé une très forte influence sur la recherche en privilégiant le débat interparadigmatique aux dépens des approches empirico-déductives. Alors j'aurais bien du mal à définir interparadigmatique, si c'est ce qui mélange différents paradigmes, mais privilégier le débat interparadigmatique aux dépens des approches empirico-déductives. Ouais, quand même, voilà. J'aime bien les sciences sociales, la science et le savoir humain, c'est cool. Mais alors là, pour le coup, vous pouvez pas expliquer ça plus simplement? Oui, il faut expliquer, j'imagine. Mais attends, on va essayer de comprendre. Dans le domaine des relations internationales, les théories, principalement d'origine anglo-états-unienne, ont toujours exercé une très forte influence sur la recherche, ok, en privilégiant le débat interparadigmatique. Ça veut dire que c'est un débat entre plusieurs trucs qui se basent sur des paradigmes différents, aux dépens des approches empirico-déductives. Ah oui, ok, d'accord, c'est bon, j'ai. Ça veut dire que le débat interparadigmatique, c'est qu'il y a les trois paradigmes. Réalisme. Attendez, me dites pas, je vais retrouver. Le premier, c'est réalisme. Le deuxième, j'ai oublié. Et le troisième, c'est constructiviste, libéral. Le débat interparadigmatique, c'est que tu fais débattre ces trois prismes de lecture qui se basent sur trois paradigmes différents. Un paradigme, c'est voilà, tu pars d'un principe. Donc, tu as les libéraux, là, qui partent du t'as les réalistes qui partent du principe que l'homme est un loup pour l'homme et que les relations internationales, c'est comment éviter que tout le monde se foute sur la gueule parce que, par essence, les États ont envie de se foutre sur la gueule. C'est le premier paradigme. Deuxième paradigme, on parlait des libéraux, c'est en mode genre, là où la démocratie et le commerce vient, la guerre s'arrête. Et c'est très bien. Et le troisième paradigme, dont il parlait, le plus basé du coup, c'est le paradigme constructiviste, c'est-à-dire, en fait, ça dépend. Tout ne dépend pas uniquement des structures, mais dépend aussi des différents agents qui évoluent au sein de cette structure. Et de leurs affects même parfois. Ça se vérifie bien avec Trump par exemple. Donc ça, c'est les trois paradigmes. Et en gros, en relations internationales, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de faire des échanges, voir un peu leur analyse à travers ces trois paradigmes et comparer pour tenter de comprendre comment les choses fonctionnent. Ok. Donc ça, c'est privilégier le débat interparadigmatique. C'est ce qu'ils font dans le domaine des relations internationales, sachant que c'est surtout les anglo-saxons, les anglais et les américains qui font ça de base. Et après, une approche empirico-déductive, c'est plus une approche comme va faire un petit peu un sociologue, c'est pour ça qu'il parlait des études de terrain, c'est se dire, ok, on essaye d'aller faire de la recherche en se basant sur ces données pour, à partir de ça, tirer des conclusions et élaborer des théories internationales. Et on part pas de grands principes, de grands paradigmes qu'on fait débattre entre eux. Genre, non, on repart un peu de zéro, on repart de la base, on repart des études de terrain pour tenter de comprendre par l'empirisme. Donc l'empirisme, c'est un peu le contraire de la théorie, quoi. C'est qu'on fait des expériences. Par les expériences, par la recherche à la base de données concrètes, comment fonctionnent les relations internationales. C'est bien ça. J'ai réussi à comprendre. Let's go. C'est bon. C'est clair, non? Bah oui, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Explique. Premier degré, j'ai tout compris, je viens d'expliquer. Vous allez faire quoi? 100%, c'est ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Sinon, ils auraient pas présenter les trois paradigmes de base, les trois écoles de pensée finalement, pour après dire oui mais voilà, ils font pas beaucoup de... Contrairement aux sociologues qui aiment bien faire des études de terrain, en relations internationales on fait peu d'études de terrain. Je pense que j'ai tout compris. On est d'accord? Vous avez compris vous aussi? Super. Bah en gros c'est que les paradigmes, l'empirique contre-attaque quoi. Ouais d'accord. Ce qu'il veut dire, c'est que dans les relations internationales, il y a plein de débats entre les courants, de débats d'interprétation, ça c'est l'interparadigmatique. En revanche, il n'y a pas beaucoup d'observations sur le terrain, de quoi récolter des éléments de preuve qui vont pouvoir servir après pour en tirer des conclusions. Ça, c'est l'empirico-déductif. Et ça, il y a des chercheurs qui s'en sont rendus compte. Bah, j'ai tout compris. Let's go! Allez! Quel bon élève!
Évidemment. J'ai compris, mais ça fait tellement branlette intellectuelle. En vrai, non. Parce que là, c'est relativement. On comprend bien les deux approches. Soit tu fais affronter des écoles de pensée qui se basent sur des grands principes pour essayer de comprendre comment ça marche. Soit tu te bases sur vraiment des études de terrain en partant vraiment de l'empirique, de l'expérimental, entre guillemets. Voilà. Mais comment dire ça en une phrase rapidement ? Si tu veux le dire en une phrase rapidement, t'es un peu obligé d'utiliser des mots compliqués. T'es en train de dire le débat interparadigmatique et l'approche empirico-déductive. Voilà. Si tu veux dire ça en une phrase, t'es obligé d'utiliser des mots un peu compliqués parce que c'est des choses un peu compliquées. Ils ont décidé de faire des relations internationales autrement en leur appliquant la méthodologie des sciences sociales. Oui, comme l'explique un peu plus clairement Guillaume Devin. À partir du moment où l'on admet que les faits internationaux sont des faits sociaux, il n'est guère surprenant de les soumettre à une enquête qui mobilise les outils des sciences sociales. Un bon exemple de l'application des sciences sociales aux relations internationales, c'est ce texte, l'introduction de l'ouvrage collectif « L'intervention française au Mali rend problématique une évidence ». Les auteurs et autrices du bouquin ont voulu analyser l'intervention. Là, c'est empirico-déductif, quoi. C'est en mode genre, à partir de cette intervention au Mali, on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on pensait vrais qui sont faux. C'est-à-dire qu'on adapte, on va dire, l'état de la connaissance sur la relation internationale en fonction de ce qu'on observe sur le terrain. Au lieu de se dire, attends, moi, je suis un... c'était quoi le nom moi, je suis un libéral, et donc je pense qu'en fait, c'est une histoire de démocratie avant tout. Peut-être que si le Mali avait été plus démocratique, il n'y aurait pas eu d'intervention. Ça serait plus l'approche classique, on va dire, interparadigmatique, n'est-ce pas ? Alors qu'au contraire, ceux qui ont une approche plus empirico-déductive, ils disent, bon, on se base sur ce qui se passe au Mali pour en tirer des conclusions, et si ça invalide ce qu'on pensait être vrai, bah ainsi soit-il. Voilà. Française au Mali en 2013, l'opération Serval. Et ça, ils ont voulu le faire en sortant un petit peu des cadres habituels des relations internationales qui pensent en termes de puissance et de rationalité des États. Si une politique ne se résume jamais à être une réponse cohérente et rationnelle au contexte et à ses transformations, c'est que sa fabrication renvoie à d'autres processus relativement autonomes. Des luttes bureaucratiques et politiques, des reconversions individuelles et collectives, des anticipations et des compromis entre acteurs, des routes. Mais un Subway Surfer, avant d'expliquer, SCP, je suis perdu. Vous êtes en train de décrocher, c'est trop compliqué. Attendez, bougez pas. Ça va être beaucoup mieux là. C'est où ? Et des bricolages Ouais, organisationnels, etc. D'accord. Là, l'idée, c'est de zoomer dans la prise de décision en interrogeant les personnes concernées, en allant fouiller dans les archives pour un petit peu décortiquer la manière dont la décision a été prise. Ok, décision a été prise. C'est mieux comme ça, hein, c'est mieux. Alors, je commence à décrocher, c'était compliqué. Hein. La meilleure à avoir pour cet état à ce moment-là. Après, il y a un truc, je suis dévasté. J'ai mis une musique qui est pas libre de droit sur cette scène, et donc du coup là, je l'ai pas laissé longtemps. J'ai peur que ça me flingue ma VOD, que je suis obligé de monter. Et d'enlever ça au montage, ça me fait perdre du temps. Donc faut que je change pour mettre une musique libre de droit. C'est pour ça que je le mettais moins ces derniers temps. Sachant quand on s'ennuie, on peut mettre celui-là aussi. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mais là, je m'ennuie pas en vrai. Elle est trop bien la vidéo, c'est intéressant. On se rend compte que c'était jamais aussi simple que c'était la décision. Attends, du coup, je rembobine parce que en fait, c'était pour la blague, mais j'ai rien suivi. Hein. Donc on en était là. Alors. Contexte et à ses transformations, c'est que sa fabrication renvoie à d'autres processus relativement autonomes. Des luttes bureaucratiques. Non, mais attends, on va repartir au début de la citation, parce que là, c'est quand même un peu complexe. Ok. Tu peux pas juste couper le son de la musique ? Si, mais c'est chiant parce que je dois repasser. Ça me fait perdre du temps, c'est juste ça me fait perdre du temps. Déjà, je dois faire toutes mes miniatures, uploader mes VOD après mes lives. Ça prend quand même pas mal de temps. Après, c'est un boulot, hein, c'est comme ça. Je vais pas me plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, ça se trouve, là, je sais pas parce que je l'ai pas laissé longtemps. Ça se trouve, je vais l'uploader, ça va être en mode OK. Et ça se trouve, je vais devoir passer par Adobe Premiere, enlever le petit bout, réexporter et refaire ça. Ça va me prendre 1 heure, ça va me casser les couilles. Mais c'est pas grave. En sortant un petit peu des cadres habituels des relations internationales qui pensent en termes de puissance et de rationalité des États. Si une politique ne se résume jamais à être une réponse cohérente et rationnelle au contexte et à ses transformations, c'est que sa fabrication renvoie à d'autres processus relativement autonomes. Des luttes bureaucratiques et politiques, des reconversions individuelles et collectives, des anticipations et des compromis entre acteurs, des routines et des bricolages organisationnels, etc. Là, l'idée, c'est de zoomer dans la prise de décision en interrogeant des personnes concernées, en allant fouiller dans les archives pour un petit peu décortiquer la manière dont la décision a été prise. Et quand on fait ça, on se rend compte que c'était jamais aussi simple que c'était la décision rationnelle la meilleure à avoir pour cet État à ce moment-là. En fait, c'est un changement d'échelle. Comme écrit dans l'introduction, penser les luttes entre les États n'est donc pas exclusif de penser les luttes au sein des États. Les grandes concurrences entre pays sont à articuler avec les petits jeux bureaucratiques. Okay. Donc il y a des chercheuses et des chercheurs qui ont compris ça et qui essayent de construire des ponts entre les sciences sociales et cette matière un peu bizarre et isolée que sont les relations internationales. Mais d'autres ne veulent pas construire de ponts et pensent même que la discipline des relations internationales est une impasse. D'ailleurs, l'appellation relation... Une impasse carrément ? Moi, il y a une question que je me pose, c'est que le terme géopolitique n'a jamais été utilisé. Et moi, j'utilise le terme géopolitique d'habitude pour parler des études aux relations internationales. En fait, c'est peut-être pas le bon terme. C'est quoi plus précisément la géopolitique ? Ils vont en parler dans la vidéo ?
C'est moi qui utilise le mauvais mot? Wait, ça arrive. Ok. La relation internationale n'est même parfois plus utilisée. Ceux qui sont les tenants d'une approche en lien avec les questions de défense vont parler d'études stratégiques, comme Olivier Schmitt. D'autres, plus proches des méthodes des sciences sociales, vont préférer l'appellation politique internationale. Ok. C'est le cas des personnes à l'origine du texte sur le Mali. Pourtant, je pense qu'on peut trouver un compromis sans balancer toute une discipline par la fenêtre. Et ça y est, il fait le Suisse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les échelles sont importantes. Un regard assez large, très théorique sur des grands enjeux internationaux, ça peut quand même être utile. Oui, un peu comme les économistes néoclassiques avec leur Homo economicus. Ils postulent un individu qui aurait toujours un comportement rationnel pour maximiser ses intérêts. C'est la base de leur théorie économique. Oui. Alors après, le truc, c'est que cette théorie économique, même si ça part d'axiomes, de l'agent économique rationnel, et ça se base sur des trucs qui sont assez déconnectés de la réalité, malgré tout, ça permet de modéliser certaines choses économiquement avec quand même une certaine acuité. C'est un peu le paradoxe du truc. Mais oui, ça c'est un truc, on en parlait pas mal à gauche il y a quelques temps, et c'est aussi tout le travail qu'ont fait des gars comme Thomas Porcher, les économistes atterrés, etc., ou même des Piketty et compagnie, de dire genre, mais attendez, l'école néoclassique qui se base sur la rationalité des agents économiques, est-ce qu'on partirait pas de grands principes qui sont complètement cons à la base, quoi? Voilà. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, effectivement. L'analogie avec l'économie, elle est intéressante. Ok. Sommes-nous des êtres rationnels? Des êtres qui passons notre temps à faire de petits calculs intérieurs, coûts, bénéfices, sans même nous en rendre compte? Bien, Bah non. Genre la réponse, elle est évidente, quoi. Si j'étais rationnel et que je faisais des calculs coûts-bénéfices de manière rationnelle pour maximiser mon propre intérêt, j'aurais pas une addiction au cannabis depuis mes 16 ans déjà. Voilà. Je me serais dit, oh non, j'arrête. Ça me rend casanier et déprimé. Ça augmente ma procrastination. Je serais bien mieux si j'arrêtais les substances. Et pourtant, j'arrive pas. Donc c'est bien que c'est pas qu'une histoire de rationalité, vous voyez ce que je veux dire. Et les trucs, parfois, on fait des trucs cons parce qu'on se dit, au moins, je vais me sentir vivre. C'est pas très rationnel, vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de dire oui, mais ce qui est dans le coût-bénéfice est mal pensé. On pourrait voir ça aussi comme ça, ouais, c'est vrai. Parce que le coût-bénéfice, pour eux, c'est comment être le plus productif. Comment maximiser ses rentrées d'argent par rapport à son temps libre. Mais non, parfois, le coût-bénéfice, c'est en mode genre, je vais être plus pauvre, mais j'aurai un peu plus de liberté. Voilà. Ou en mode, je vais être déprimé, mais au moins, je sais pas, j'aurai un sens aigu du savoir et de la philosophie qui fait que je me sens profondément humain. Voilà. Voilà, alors que c'est social, etc. Ouais, on peut aussi retourner le truc sur lui-même. C'est vrai. Mais après, les trucs sont pas très très rationnels quand même, malgré tout, quoi. Voilà. Les trucs sont objectivement pas très rationnels parfois dans les attitudes. nous, les économistes, nous pensons que oui. Mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. À part quelques mecs ultralibéraux radicalisés, les économistes n'y croient pas vraiment. Oui, toutes les décisions économiques ne sont pas rationnelles, loin de là. Mais l'homo economicus, c'est ce qu'on appelle un idéal type, c'est-à-dire un modèle théorique qui va permettre d'expliquer un cas général. C'est un peu ce que je disais. C'est pas non plus totalement inutile de partir d'axiomes même qui sont un peu faux. Si ça permet quand même de décrire au moins certaines réalités, c'est pas non plus totalement à rejeter d'un revers de la main. Mais il faut à minima réfléchir à tout ça, quoi. Voilà. Exemple de aucune rationalité économique. Pourquoi manger un tasty crousti alors que tu peux te faire un riz poulet toi-même? Et pourtant, parfois j'ai envie d'un tasty crousti. Précisément. Voilà. Ça simplifie, c'est critiquable, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse, mais c'est pratique. C'est pareil pour les relations internationales. Les réalistes, ils vont postuler un État 100% rationnel. Mais ils savent que c'est pas forcément vrai. Simplement, c'est une théorie qui permet d'expliquer des cas généraux. Et ça évite d'avoir à rentrer dans le détail de chaque prise de décision, ce qui prendrait énormément de temps et énormément d'énergie. C'est pratique notamment pour des analyses rapides à destination des politiques et des diplomates, ce qui est un des débouchés des études en relations internationales. Oui, c'est pas un hasard si une partie de la discipline s'est construite autour des enjeux de défense, parce qu'il y a beaucoup un rôle de conseil à destination des États, des armées. Et les États et les armées, ils aiment bien les analyses un peu synthétiques qui généralisent. Pour autant, il faut Ils ont pas le temps. continuer et encourager des approches davantage basées sur l'enquête qui permettent d'affiner l'analyse et de comprendre en profondeur et sur le temps long les politiques internationales des États. Ah tu vois, conclusion suisse, les deux approches sont bien. Très théoriques et très précis. En Suisse, on pratique le compromis. Et comme chacun sait qu'il va falloir chercher un compromis, chacun, déjà de son côté, prépare un compromis sur ses propres idées. Après quoi, on confronte ces compromis et puis on cherche un compromis entre les compromis. Ce qu'on observe surtout, c'est que les relations internationales, ça reste une discipline récente. Ça fait beaucoup de compromis,
qui a eu du mal à se construire et à se doter de limites claires. Oui, il y a même des débats sur le nom et des disciplines assez proches dont on n'a même pas parlé, comme la géopolitique. Ah Mais bah oui, mais moi c'est ça que je voulais savoir. Moi je pensais qu'on allait vous expliquer ce que c'est que la géopolitique précisément. Enfin. Donc c'est quoi la géopolitique par rapport à là, tout ce qu'on vient de dire? C'est ça que je comprends pas. Même pas parlé, comme la géopolitique. Né au départ d'une vision libérale et idéaliste suite aux horreurs de la Première Guerre mondiale, les relations internationales ont ensuite évolué vers des modèles dits réalistes, en se rapprochant notamment du monde de la défense. Les différents courants qui ont émergé dans cette discipline sont encore discutés et débattus, mais une partie du monde de la recherche considère que c'est une impasse. Oui, certains estiment que la discipline est trop normative, trop théorique et qu'elle ne s'appuie pas suffisamment sur la méthode scientifique. Dans tous les cas, créer des ponts entre le reste des sciences sociales et les relations internationales ne pourrait être que bénéfique. Ce qui pourrait être bénéfique aussi, c'est de formaliser un vrai cadre méthodologique pour ce qu'on appelle les relations internationales. Oui, parce que sinon, d'une université à une autre, d'un prof à un autre, en fait, on parle pas de la même chose. Droit international, études de la défense, politique comparée, histoire des relations internationales, les RI, savent pas où donner de la tête. For sure. Arrête, les gens sont partis. Ok. Et si vous avez de l'argent à dépenser, plutôt que de le donner à Blast, donnez-le plutôt sur cette chaîne, Ribot dans la sauce, sur twitch.tv. On a combien de subs là 787. Non, c'est bien, il y a eu des subs aujourd'hui, c'est très bien. Très très bien. Attendez, je laisse la conclusion quand même. Un peu de respect, un peu de respect. Les lunettes de Macron, n'hésitez pas à soutenir Blast. Non, soutenez Blast en vrai, ils font du bon boulot. On se retrouve le mois prochain. For sure. Macron, il a dit for sure. Le détournement. Mais en plus, tout à l'heure, avec Mediapart, je suis en mode genre, si jamais vous avez révisé votre abonnement, que vous avez un budget journal et que vous savez pas où le mettre, là, je suis en mode genre, Blast, donnez à moi plutôt. Non, je vais arrêter avec ça, je vais arrêter. Alors, donnez à Blast, abonnez-vous, tout ça. Tu m'as remis C'est pionnier. remis pionnier. Putain. Les pionniers. C'est Tolstoy qui l'a écrit. Je ne sais pas ce que c'est que le super. Mais c'était ma blague d'intellectuel. Ils l'ont pas laissé au montage, ma blague d'intellectuel. J'ai littéralement fait la blague, ils se sont dit non, c'est nul à chier, on la laisse pas. Ah super, hein. Ma blague c'est vraiment, c'est le truc qu'il y avait dans les bêtisiers, moi genre ouais non, nul à chier. Bon bah super. Oh ça marchait, il y a des gens qui sub, incroyable. Merci Drekwan __ pour ton 18e mois d'abonnement. Et merci Donkey Burn pour le sub offert. Let's go. Bref, antique. Oh la vache. Ok, bah, je vous remets de la vidéo, elle était bien, franchement elle était très bien. De toute façon c'est toujours un plaisir ces vidéos de Host et Maudit, contraste. Après voilà, c'est que je suis un gauchiste, j'aime bien l'approche sociologique. Mais très bien, super. C'était vraiment cool. En conclusion, je dirais quoi en conclusion? Je dirais qu'en conclusion, on n'a pas nécessairement à opposer, d'un point de vue épistémologique, une approche interparadigmatique avec une approche empirico-déductive. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt team interparadigmatique ou team empirico-déductif? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et abonnez-vous surtout, abonnez-vous.